Qu'avez-vous appris sur l'argent? Non pas par des conseils, mais en observant quelqu'un que vous aimez. Ma mère et mon père avaient deux façons différentes de penser à l'argent. Ils ne se disputaient jamais à cause de ça, pas vraiment, pas violemment avec des cris ou des assiettes cassées. Mais pendant toute mon enfance à Strasbourg, dans cette maison avec des fenêtres qui donnaient sur le Rhin, j'ai regardé ces deux façons coexister dans la même maison, parfois en harmonie gracieuse et parfois en tension silencieuse qui résonnait sous les murs comme une musique qu'on sentait sans l'entendre. Et j'ai appris, de l'observation plutôt que de l'instruction directe, quelque chose que je n'aurais pas pu apprendre autrement, quelque chose qu'aucun cours magistral sur l'économie personnelle ne m'aurait jamais enseigné. Les professeurs enseignent les formules, les parents enseignent par leur vie la philosophie. Je m'appelle Dorothée Kramer, j'ai 69 ans. Mon père était comptable, un homme qui pensait aux chiffres naturellement, comme d'autres respirent. Il lisait les relevés comme d'autres lisent le journal, avec une compréhension préalable des symboles. Il y avait plusieurs colonnes dans sa tête pour tout. Débit, crédit, projection, allocation. Il était ordonné. Son portefeuille était impassible. Il connaissait son exact jusqu'au dernier euro. Ma mère était professeure de langue, espagnol et français. Une femme qui croyait profondément dans les expériences, dans les voyages, dans donner aux enfants des mémoires plutôt que des économies. Elle parlait plusieurs langues parce qu'elle avait voyagé quand elle était jeune. Elle voulait que nous parlions plusieurs langues. Pas juste à l'école. Elle voulait que nous voyagions, que nous vivions les langues, que nous les sentions dans notre bouche. Ces deux façons de voir l'argent produisaient des décisions différentes qui s'opposaient régulièrement dans la vie quotidienne. Mon père voulait rembourser la voiture avant d'aller en vacances. C'était logique financièrement. On devait se libérer des dettes avant de dépenser dans le luxe. Ma mère voulait aller en vacances pendant qu'on était encore jeune assez pour en profiter pleinement, pendant que les enfants n'avaient pas d'autres préoccupations. Les dettes pouvaient attendre. La jeunesse ne pouvait pas. Mon père voulait attendre pour la grande réparation du jardin. C'était cher. Ça pouvait attendre l'année prochaine, quand nous aurions plus d'argent mis de côté. Ma mère voulait faire la réparation maintenant, pour pouvoir la regarder croître maintenant, pour en profiter cette année, plutôt que d'attendre une année hypothétique où tout serait parfait. Ils trouvaient toujours un compromis. Pas parce que l'un capitulait devant l'autre, ils étaient tous les deux des personnes de caractère, mais parce que, avec le temps, chacun avait appris à reconnaître la valeur de la perspective de l'autre. Ce n'était pas de la défaite, c'était une sorte de danse qu'ils avaient perfectionnée au cours des années. Ce que j'ai appris de mon père, les chiffres sont réels. Il y a une véritable différence entre ce qu'on veut et ce qu'on a. Ce n'était pas une ligne philosophique pour lui, c'était une réalité arithmétique. La discipline financière n'est pas une privation, malgré ce que beaucoup pensent. C'est une forme de liberté, parce qu'une personne sans dette est une personne qui peut prendre des décisions sans la pression constante du nombre financier. Cette personne peut marcher dans la vie en levant la tête, pas en regardant le sol, en calculant ce qu'elle doit. L'ordre financier donne une sorte de paix qu'on ne peut pas acheter autrement. Ce que j'ai appris de ma mère, les expériences ne se remplacent pas. On ne peut pas revivre. L'argent non dépensé est un outil en attente. Et l'outil qui attend trop longtemps rouille. Il s'oxyde, il perd sa fonctionnalité. La vie vécue maintenant, même si elle est imparfaite, même si elle dépasse le budget, a une valeur qualitative que la vie gérée pour plus tard n'aura jamais. On peut lire à propos de Venise dans un livre, mais on ne peut sentir Venise que en y étant. Mon mari Jean-Paul, je l'ai rencontré à l'université de Strasbourg, où nous étudions tous les deux, est décédé il y a 6 ans. Il avait 63 ans, une maladie qui s'était développée vite,
trop vite. 1 an entre le diagnostic et la fin. Après sa mort, je me suis retrouvé seul avec nos économies communes, l'argent qu'on avait construit ensemble, qu'on avait épargné ensemble pour un avenir qu'on devait vivre ensemble. Et j'ai réalisé quelque chose qui était évident une fois que je la voyais clairement. Pendant 40 ans de mariage, Jean-Paul et moi avions eu notre propre version de la tension entre mes parents. Jean-Paul était plus proche de mon père, prudent, méthodique, orienté vers la sécurité et l'ordre. Moi, plus proche de ma mère, attiré par l'expérience, par le présent, par la vie vécue maintenant plutôt que gérée pour plus tard. Nous avions trouvé notre équilibre. Jean-Paul avait tempéré mes impulsions. Moi, j'avais poussé Jean-Paul à vivre un peu. Nous avions marché ensemble dans cette tension. Et c'était un bon équilibre, difficile parfois, mais juste. C'était un partenariat. Puis Jean-Paul est parti. Et cet équilibre a disparu avec lui. Et j'ai dû le reconstituer, non pas avec quelqu'un d'autre, mais à l'intérieur de moi-même. J'ai dû devenir à la fois mon père et ma mère, à la fois la prudence et l'audace, à la fois le calcul et le rêve. La première décision financière importante que j'ai prise seul, 2 ans après la mort de Jean-Paul, c'était un voyage en Argentine. Jean-Paul l'aurait jugé trop cher. 3 semaines, l'avion était cher, l'hôtel était cher. C'était un luxe quand l'argent aurait pu rester à la banque. J'avais eu envie d'y aller depuis l'âge de 30 ans, depuis que j'avais lu un roman se passant à Buenos Aires, un roman que ma mère m'avait donné pour mon anniversaire. Je l'avais lu en 3 jours. Je m'étais perdu dans cette ville. Et depuis ce jour, j'avais voulu la voir avec mes propres yeux. 2 ans après la mort de Jean-Paul, j'y suis allé, 3 semaines, avec ma sœur Nicole. Ça coûtait plus cher que le voyage que Jean-Paul aurait accepté, mais c'était vivant. Ça ressemblait à une conversation avec une version de moi-même plus jeune qui avait lu ce roman et qui avait rêvé. C'était beau d'une manière que je n'avais pas anticipée, beau d'une façon qui ressemblait à une reconnexion. Je suis allé à Buenos Aires et j'ai marché dans les rues où se passait le roman. J'ai mangé du bœuf argentin. J'ai dansé le tango, mal, mais j'ai dansé. J'aurais aimé que Jean-Paul soit là, mais je suis contente d'y être allée. Ce que j'ai appris de mes parents s'était accumulé pendant toute une vie d'observation silencieuse. Non pas en entendant leurs conseils, ils ne m'en donnaient pas souvent sur ce sujet, pas comme ça, pas en s'asseyant explicitement pour m'enseigner. Ils auraient trouvé ça un peu pédant, de s'asseoir autour d'une table et de m'expliquer leur philosophie financière. Non. Mais en regardant comment 2 façons profondément différentes de voir le monde se négociaient dans la durée, avec respect et curiosité, sans que l'une écrase l'autre dans une victoire permanente. Mon père n'a jamais dit à ma mère qu'elle était irresponsable ou frivole. Il aurait pu. Elle dépensait en voyage ce qu'il aurait mis de côté. Ma mère n'a jamais dit à mon père qu'il était une âme étriquée ou avare. Elle aurait pu. Il refusait des choses que la vie offrait. Mais ils ont respecté mutuellement leurs perspectives. Ils ont écouté, vraiment écouté. Ils ont cherché du terrain d'entente. Pas du compromis morne où personne n'est satisfait, mais du terrain où les deux avaient raison en même temps. Et je regardais. Je suis restée assise à observer. J'ai enregistré dans mon être comment faire ça, comment tenir 2 idées opposées en même temps, comment respecter la prudence de l'un et l'audace de l'autre, comment la vie devrait être une conversation entre ces forces,
pas une victoire d'une seule. C'est quelque chose que je voulais vraiment transmettre à mes enfants. Non pas ma façon de voir, je ne suis pas certaine qu'une seule façon de voir l'argent soit la bonne. Aucune de mes parents' façons n'était parfaite. Une vie complètement comme mon père aurait été petite. Une vie complètement comme ma mère aurait été instable. Mais l'idée que la tension entre sécurité et expérience est une tension productive, pas un problème à résoudre définitivement d'un côté ou l'autre. Qu'il y a de la sagesse dans la tension elle-même. Qu'on ne doit pas choisir, on doit négocier. Abonnez-vous et restez. Laissez un commentaire. Qu'est-ce que vous avez appris sur l'argent en observant vos parents, pas en les entendant vous conseiller, mais en regardant simplement comment ils vivaient, ou en regardant comment deux personnes différentes vivaient l'une à côté de l'autre et négociaient leurs différences. Je m'appelle Dorothée Kramer, j'ai 69 ans. Mon père avait ses colonnes et ses chiffres. Ma mère avait ses voyages et ses souvenirs. Et moi, j'ai essayé d'avoir les deux, avec plus ou moins de succès selon les années. Buenos Aires était du côté de ma mère. Jean-Paul l'aurait jugé trop cher. Mais il n'est plus là pour protester, et je ne regrette pas.